cinéma tous les deux, Frédéric et moi. Bonjour Frédéric. Bonjour Anne. Ce n'est pas une moisson extraordinaire, mais je voulais d'entrée déjà dire quelques chiffres sur 2019, ça peut intéresser. Oui. D'abord, 213 millions d'entrées, ce qui est bon. Oui, parce que ça fait c'est beaucoup. Toujours au-dessus de 200 millions, donc pour l'instant on est bien. Oui. Part de marché par rapport aux Américains, toujours à peu près la même. On doit avoir dans les 40 et quelques. Bon. C'est toujours l'Amérique qui domine, évidemment. Le jour où il y aura un renversement. Dans la production. Non, pas dans la production, dans les films vus en France. Dans les ça. films qui sont en France, c'est toujours les compagnies américaines qui ont les gros scores, Disney, tout ça, etc. Merci les accords Bloom-Burns. Ah oui, ça c'est vieux, ça. Oui. Mais enfin, il y a un moment, on aurait été obligé d'externaliser les nôtres aussi, donc on est obligé d'accepter la concurrence. Alors, ce qu'il y a d'intéressant, par contre, à l'étranger, ces dernières années, quelles sont les 20 meilleures entrées des films français à l'étranger? Oui. C'est-à-dire en dollars, en argent et en... Alors, je ne vous donne pas les chiffres. Eh bien, le premier, c'est Intouchable. Ah oui? Ouais. C'est le premier français à l'étranger qui a fait le plus d'entrées. Ensuite, le deuxième, c'est Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Oui. Et ensuite, dans les 20 premiers, vous avez 4 Astérix, quand même symptomatique. 4 Astérix. 2, Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait encore au bon Dieu. Ils sont dans les 20 premiers. 3 taxis, taxi 2, taxi 3, taxi 4 sont dans les 20 premiers. Et le dîner de con est 19e. Ce qui permet de voir que quand on fait des conneries, excusez-moi, qui peuvent être plus ou moins drôles, genre la série de Taxi, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, Astérix. Astérix, c'est un peu spécial, parce que c'est typiquement français, gaulois, etc. C'est ça qui les intéresse. Le dîner de con, qui est pour moi un des meilleurs films comiques, soit parce qu'il est fin, il est intelligent, il est 19e. Hein. Donc, quand vous faites des comédies, il faut faire des grosses comédies pour que ça marche. Il faut faire du lourd. Et voilà. Il faut faire du lourd. Alors, qu'est-ce que vous avez... Alors, j'ai vu un film qui s'appelle La Llorona. Oui. Qui est un film de Jairo Bustamante, qui est en fait, il termine une trilogie que je n'avais pas vue, qui est Ishkanoul, et le deuxième film Tremblement, et celui-là, c'est le troisième. Alors, ça se réfère aux années 60 et entre 60 et 90, où il y a eu moult massacres d'Indiens mayas en Guatemala. En Guatemala, oui, c'est ça. Parce qu'effectivement, bon, moi je connais un peu, je suis allé assez souvent en Amérique du Sud. Quand vous voyez les troupes, que ce soit au Brésil ou n'importe quoi, sont des gens, vous dites n'importe quoi, ils vous filent un coup de crosse, et c'est vraiment du lourd hein, aussi. Donc ils ne sont pas allés de main morte. Alors c'est l'histoire d'un général qui effectivement... est traîné en justice. Est traîné en justice pour génocide, parce que les Indiens là-bas sont quand même totalement méprisés. Hein. Faut bien le savoir. Moi, je me souviens, quand j'ai vécu au Brésil, c'est une vieille histoire. Quand j'étais plus jeune, la FUDAI, c'est l'organisme qui était spécialisé pour s'occuper des Indiens et les défendre. Ils faisaient, quand j'y étais, moi c'est dans les années 60, ils faisaient des chasses aux Indiens à la FUDAI. Ok, bon. Il faut les virer parce qu'on peut prendre leur territoire, parce qu'il y a du pétrole ou parce qu'il y a les grands fasanderos, etc. Oui, donc ils sont vraiment ils totalement... Ils gênent, et puis ce sont des restes d'Inca, enfin de Quechua plutôt, on ne dit pas Inca, il n'y en a qu'un Inca, des restes de Quechua, des restes de Maya, etc. Ça n'a aucun intérêt, ils sont petits, ils sont laids, voilà. C'est comme ça que... Bon, bref, toujours est-il que ce général en retraite est accusé de génocide, il est condamné, c'est intéressant, c'est bien fait, c'est bien joué. Donc il est reclus chez lui. Alors non, donc mais malheureusement, il est ensuite acquitté en fait pour vice de forme. C'est-à-dire que concussion, on a payé vice de forme, donc terminé, il ne risque plus rien. C'est toujours très américain, ça. Donc ensuite, en deuxième partie, alors la première partie, c'est le procès, c'est bien fait, c'est bien, c'est intéressant. La deuxième partie, c'est plus curieux, parce qu'il se réfugie, parce que tout... Il y a un peu de fantastique, oui. Totalement. Comment dire, ses serviteurs sont tous partis, indiens, bon, etc., parce qu'il était condamné, donc il se retrouve seul avec sa femme, sa fille et sa petite fille. Et ils engagent parce qu'ils ont besoin d'un serviteur, ils engagent une indienne assez mystérieuse. Et là, on tombe dans, d'abord, des histoires de famille qui sont révélées petit à petit. On ne sait pas d'où ça vient, etc. Est-ce que quelqu'un a été adopté? Lui, il a trompé manifestement sa femme. Il dit, je le savais, mais de toute façon, c'est bien quand on a épousé un chef d'État, nanana. Et la deuxième partie est assez onirique, avec des scènes totalement... Parce que sa femme a des rêves, même des cauchemars. C'est curieux, mais c'est très intéressant.
C'est bien fait. C'est pas un grand film, mais c'est curieux. C'est bien fait, moi, oui. j'aime ces cinématographies, si vous voulez, qu'on est incapable de faire, parce que c'est pas du tout notre style, voilà. Et c'est intéressant, j'ai aimé. Je dis pas qu'il faut le voir absolument, mais c'est un film intéressant. Alors, moi, je suis allée voir Scandale. Moi aussi. Alors, C'est une histoire de gaine. c'est une histoire de gaine, absolument. Vous êtes un peu démodé, ça n'existe plus, les gaines Je sais, scandales, mais cher qu'est-ce que vous voulez? Frédéric. Il faut que j'assume le passé où j'ai connu tout ça. Pas pour moi, mais pour les autres. Et alors, c'est, comment vous dire, c'est assez amusant. C'est l'histoire de deux journalistes femmes américaines. Charlize Theron. Charlize, des très très jolies actrices, elles sont très belles. Qui se retournent contre leur employeur, qui les traîne en justice pour harcèlement. Mais j'ai envie de lire, parce que ça représente vraiment bien ce que j'ai éprouvé, la critique de notre amie Guylaine de Tarlet dans son blog, sur son blog qui s'appelle Je Cinémate, et qui suit beaucoup cette chronique et qui a remarqué vos bonnes chroniques, je ne sais plus sur quel film, Frédéric. Alors, Scandale, c'est une histoire de poupée Barbie, dont le synopsis dit, ouvrez les guillemets, qu'elles ont réussi à briser la loi du silence pour dénoncer l'inacceptable, fermez les guillemets. Il n'empêche que cet inacceptable, elles l'avaient accepté pour assouvir leur carriérisme professionnel. Et c'est quand Gretchen Carlson a été congédiée, suite à une interview anti-Trump dérogeante à la ligne éditoriale de la chaîne, qu'elle a décidé de briser la loi du silence. Toutes blondes qu'elles sont, ces bégueules effarouchées ne sont pas des oies blanches. Et en outre, quand, comme moi, on n'est pas physionomiste, elles se ressemblent toutes, d'où un long métrage qui n'est pas évident à suivre, mais voilà, et qui évidemment nous montre le milieu délétère des médias. À vrai dire, je n'en avais pas besoin pour penser ce que je pense. C'est intéressant cet article parce qu'il souligne que ces femmes sont très intelligentes. Ça frappe. Que deux, ça se passe dans un milieu républicain, dans un journal républicain, parce qu'il est évident que tous les vilains sont toujours aux États-Unis républicains en ce moment. C'est un pamphlet anti-Trump, oui, et un pamphlet. C'est pas que je monte sur ce pinacle, parce que Trump n'en a rien à foutre des Français. Il fait une politique qui quelquefois est un désastre. Oui, quand on s'amuse à dégommer un Iranien comme ça, c'est jouer avec le feu. Enfin, bon, Trump, c'est leur problème. Oui. C'est aussi le nôtre. C'est le nôtre, oui. Bon, c'est anti-Trump et anti-Fox News. Et anti-Fox News, absolument. Parce que c'est une chaîne, effectivement, qui passe son temps à raconter n'importe quoi, à mentir, mais comme les autres. Oui, mais comme alors que le gros problème américain actuellement, dont on ne parle pas, c'est la Pizzagate. C'est tous les démocrates et une certaine famille Clinton qui est entraînée dans des problèmes monstrueux. Et là, ce ne sont plus des jeunes filles qui sont harcelées, ce sont des enfants en bas âge. Donc, oui, c'est tout. On est dans on nage dans le dégueulasse. Ah ouais, non, voilà. Je suis abonné à une lettre confidentielle dans laquelle il donne tout. C'est absolument hallucinant. C'est épouvantable, ce scandale, c'est épouvantable. Avec les avions qui amenaient dans les propriétés les jeunes garçons, les jeunes filles, enfin les petits garçons, les petites filles, tout ça. Et c'est toute l'élite financière, etc. Et l'affaire Epstein. Et l'affaire Epstein. C'est celle-là auquel je pensais. Voilà. Non, on ne dit pas Epstein. Hein. Maintenant, il faut dire Epstein. Epstein, oui. Enfin, moi, je dis Epstein. Oui, non, mais parce que tout le monde le disait, mais maintenant, il ne faut pas. Quoi. Bon. Alors, toujours est-il que Scandale, c'est un autre scandale, ça n'a aucun intérêt. Je me suis emmerdé comme c'est pas possible. Parce qu'on sait d'avance à le faire, c'est exactement ça ce que dit votre ami. Et il y a une scène, il suffit de voir cette scène-là, on a compris. C'est la jeune qui est là, qui voudrait bien être présentatrice, donc elle rentre. Mais moi, je trouve que c'est utile. Non, mais c'est utile. C'est utile parce qu'on voit comment le miroir aux alouettes de la télévision les rend dingues, les rend piquées. Elles sont prêtes à tout. C'est ça qui est intéressant. Oui, mais enfin, ça, c'est connu depuis. Ah, mais vous le connaissez, mais moi, je trouve que c'est éducatif pour les jeunes. Oui. Pour les jeunes filles, ça. Oui, je sais pas trop. C'est éducatif, je trouve. Oui, non, éducatif, je suis pas sûr, le MeToo. Moi, je vous raconte un petit quelque chose. Mon dentiste à Toulon, ok, n'ouvre plus le samedi.
Je lui ai demandé pourquoi. Elle me dit, parce que moi, je ne veux pas avoir d'enfants ou de femmes seules, etc. Or, Catherine, qui m'aide, elle n'est pas là le samedi. Je lui ai dit, pourquoi? Il m'a dit, ben, récemment, j'ai un confrère. Ah oui, qui a été à Toulon. Harcelé. Qui s'est plainte contre lui, etc. C'était deux jeunes, je ne dis pas d'où elles viennent, parce que risque trop maintenant, vous avez compris. Oui. Et elles ont fini par avouer, parce que les flics quand même se méfiaient, en disant bah, c'était pour lui soutirer de l'argent. On dénonçait attouchement, etc., etc. Non, mais alors quand vous avez des films comme ça, vous avez des gens qui vont se dire, comme nous peut-être, mais vous avez des jeunes maintenant qui n'ont plus que de morale et un parole, ils se diront ah tiens, c'est pas mal ça. Ça permet d'avoir de l'argent, on attaque après, donc on se laisse faire. Oui. Et cette scène, c'est tu montes un peu tes jambes parce qu'il faut voir, etc. Tu remontes, et la fille ne dit pas du tout. Là, stop, ça suffit. Oui, mais c'est aussi une dénonciation du rapport sexe et argent. Évidemment, mais qui est un vieux rapport. Mais qui est un vieux rapport, mais évidemment. Mais qui... Sans jeu de mots. Non, mais on le sait, ça durera toujours. Ça durera toujours. Oui, parce mais que... il faut lutter. Beau cas d'école, le fait qu'il faut lutter contre... Oui, mais enfin, on en a tellement vu, on le sait tellement. Attendez, ça fait combien de temps, moi, depuis l'âge de 20 ans, que j'entends parler de la promotion canapé? Oui, bien sûr. Ça a toujours existé. Maintenant qu'il y a des femmes de pouvoir, et imaginez-vous que les cougars, elles font la même chose aussi, des promotions canapé. Et Catherine de Drusy, elle faisait des promotions canapé aussi, avec tous les gardes, tous les grands gardes, Gaillard, etc. Ils avaient tous, absolument, ils avaient tous des postes parce que elle aimait bien les avoir dans son lit, elle changeait souvent. Donc, le monde est le monde tel qu'il est. Alors, les abus qu'on peut connaître, effectivement, il faut les sanctionner. Mais là, moi je connais le sujet, donc je me suis ennuyé, et puis je sais qu'elles tentent toutes de faire ça, et c'est ça la grosse hypocrisie dans ce milieu-là, elles tentent. Si ça marche, tant mieux, on a couché et on a le poste qu'on veut, et si ça marche pas, bah maintenant, on joue sur les deux tableaux, on dit... Vous avez raison, paye. mais bon, je vous rappelle, si vous ne vous en souveniez pas, que je suis une femme, et que donc j'ai une vision, quand je vois ce film, un peu différente de vous, il y a tout de même des comportements qui sont c'est ce que je dis, il faut... très inacceptables, et on est assez content de le voir... Non mais... de le voir, qu'il soit de gauche, de droite ou du centre, mais ça m'est égal. Évident, mais on le sait, cette pression-là, la promotion. Oui. La promotion canapé, là, c'est je parle de celles qui font ça, mais il y a celles qui ne le font pas. Et moi, j'en ai un exemple très précis. Mon ex-femme, elle a été obligée de démissionner, elle était aux Air France. Parce qu'elle n'avait pas voulu... Exactement. Donc elle a quitté, parce qu'elle n'avait pas l'intention de s'allonger avec son supérieur. Donc ça, c'est monstrueux, ça. Il faudrait leur foutre des années de prison. Ça, il faut le combattre absolument, parce que c'est la négation de la liberté des gens, c'est tenir sur le boisseau, etc. Mais ça, c'est aussi... Alors, effectivement, il y a les hommes qui le font, il y a des femmes, mais c'est aussi tous les petits chefs qui peuvent le faire. L'homosexuel, il pourra le faire avec un autre, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Ce harcèlement, vous avez vu ce personnage du ministère de la Culture qui donnait des médicaments aux femmes pour qu'elles aient envie d'uriner et qui les recevait dans son bureau pour les voir ne pas pouvoir se retenir. Enfin, le dingue parfait. Il y a quand même une flopée de dingue. Voilà, j'allais dire, je pense que dans nos sociétés occidentales, il y a des cas psychiatriques. Je ne dis pas pour les autres, je pense qu'il y a de plus en plus de dingues, de tarés, etc. Parce qu'il n'y a plus aucune barrière. Non. Donc maintenant, un état d'instinct qui ressortent et... Oui, et qui sont pas tristes. Bon, passons à quelque chose de plus... D'ailleurs, quand on voit nos présidents, on se demande si... Passons à quelque chose de plus... Oui, de plus gai. Est-ce que vous avez vu L'Adieu? Ah non. Non, le film chinois dont nous avons parlé la semaine dernière. Non, bon. Alors, je n'en dis pas plus que ce que j'en ai dit la semaine dernière, mais c'est un joli film à voir dans la mesure où c'est une histoire de famille, c'est une histoire de... on veut cacher à une grand-mère qu'elle va mourir. Et j'ai appris qu'on avait fait la même chose avec Gérard Philippe. Qui a été fauché par un cancer en très peu de temps. Très peu de temps. Et personne ne lui a dit. C'est le sujet du dernier roman de Jérôme Garcin. Et donc la famille fait corps autour d'elle, revient du bout du monde, puisqu'en fait, ces pauvres enfants sont partis, ont quitté la Chine en pleine période maoïste, d'ailleurs. Et ils reviennent autour de cette grand-mère, et c'est beaucoup de réflexions très intelligentes. Sur le rôle de la grand-mère, qui rend vie à cette jeune américaine qui est perdue en Amérique, sur évidemment l'exil, et puis sur cette
effroyable révolution chinoise qui continue. Mais là, c'est plus une révolution. C'est plus une révolution politique, c'est une révolution capitaliste avec toutes les maisons rasées et remplacées par des tours. C'est une grande tristesse. Alors j'ai vu 2 autres films, 1500 impurs et La fille au bracelet. Alors 1500 impurs, réalisé par un monsieur Abdel Daouf Dafri. C'est une saloperie sur la France de première. Ouais. Si la France en était respectée, qu'à la limite, on parle de certains sujets comme les Américains savent le faire, avec nos défauts ou les crimes qu'on peut avoir fait, etc., etc. Ils peuvent le faire, mais que ce soit un étranger qui salisse comme ça l'armée française et la France, que ça sorte dans 2 ou 3 salles en France. Ça se passe quand ? Dans la guerre d'Algérie. Dans la guerre d'Algérie, okay. Alors, sinon, je vais en parler un peu. L'histoire, c'est l'histoire d'un colonel, Andreas Breitner, d'origine allemande, qui a fait la guerre d'Indochine, qui est revenu. Là, je vous passe les détails, mais il est un peu obligé d'aller en mission. C'est un ancien légionnaire, peut-être. Oui, pour aller chercher un colonel qui a disparu dans la région. Et il traverse en mission, donc pas en voiture, en partie à pied, parce que sinon ça fait du bruit, les Aurès. Les Aurès, c'était quand même l'endroit où il était en plein dans la guérilla, et avec les rebelles, les montagnards, etc., etc. Alors, l'histoire est bien faite, c'est intéressant. Le film est intéressant du début jusqu'à la fin, parce que c'est bien joué. Il y a Olivier Gourmet qui joue dedans, il joue le rôle d'un salaud, mais enfin bon, on ne va pas le déranger comme il est très à gauche, parce que lui, c'est quelqu'un qui a déserté l'armée française, et puis qui se retrouve avec les Félouses. Hein. Et il est là, et quand il est face au colonel, parce qu'il y a toute une histoire, il se retrouve à la fin, etc., il lui dit « Ouais, après ce qu'on a fait comme saloperie en Indochine, etc. » Bon, ça, je ne savais pas que les Français avaient fait des saloperies en Indochine, et ce n'était pas les massacres que faisaient les communistes dans tous les villages pour pouvoir les rallier, en tout cas, enfin bref. C'est totalement refait. Je vous cite quand même une scène. Alors le début, vous voyez un campement de soldats français qui sont là, et puis les rebelles, mais les héros là, qui arrivent, qui mitraillent, ils tuent tout le monde, etc. Et il y a une scène pour vous montrer quand même que c'est très anti-français. Alors quand ils passent, ils arrivent dans un campement, et dans le campement, on voit un capitaine, genre sergent un peu bouffi, qui doit boire, etc. Oui, le capitaine, c'était pas ça, les capitaines en Algérie. Bon, on voit le drapeau français, on voit des soldats qui sont musulmans harkis, pro-français, et on voit un certain nombre de musulmans avec tenus par des cordes, comme ça, ils sont 5-6, en tenue civile, qui sont des prisonniers. Et vous avez, tenez-vous bien, donc on monte le drapeau français, c'est au petit matin, et à ce moment-là, vous avez ce capitaine français qui dit j'ai vu quand même qu'il y en avait un qui avait craché par terre quand on a levé le drapeau. Donc, de toute façon, dans ces conditions, je ne vous considère pas comme des prisonniers de guerre selon les conventions de Genève. Donc, je vous tue. Ce qui est totalement idiot, parce qu'il n'y avait pas de convention de Genève, puisqu'il n'y avait pas de guerre déclarée avec un pays. Non. Donc, les conventions de Genève ne s'appliquent absolument pas quand ce sont des rebelles, des résistants. Non, il n'y avait que des événements. Bon, oui, non, mais donc, quand il dit ça, les conventions de Genève, donc c'est n'importe quoi. Et à ce moment-là, vous avez les harkis, qui sont donc des beaux salauds, qui dégomment les 6-7 mecs en civil comme ça. Ça se passait comme ça dans les camps français. Vous voyez, oui, bien sûr. Alors, ceci étant, ce qui est très curieux, c'est qu'il connaît, à part ça, il connaît bien son sujet, parce que ce colonel est avec une Indo-chinoise. Alors, il y a pas mal de retours en arrière. Il lui dit, mais qu'est-ce que vous avez gagné à rester avec les Français là-bas? Rien. Et elle dit, oui, mais lui ne nous a jamais laissé tomber. Elle, c'est une Moye. Parce qu'elle disait, je fais partie des tribus Moye. Et les Vietnamiens, comme les Chinois, nous ont toujours détestés, vous les nous. Donc, et il montre aussi quelqu'un qui dit, voilà, moi, j'aimais l'armée française, j'ai fait l'armée française, puis je suis sorti, puis dans le cadre d'un DPO, etc., on m'a pris pour un fait la gare, on m'a torturé, etc., maintenant je vous hais. Donc, il montre aussi les conneries qu'on a faites, il n'y a pas d'autre terme. Mais c'est quand même très désagréable, parce qu'à la fin, ce film est dédié aux Algériens. Oui, c'est pour machin, etc. Enfin, c'est dans l'air du temps. Ceci étant, ce qui est embêtant, c'est de se voir que ce film-là, je l'ai aimé du début jusqu'à la fin,
comme façon de filmer. Oui. C'est bien fait. On s'intéresse à l'histoire. Parce qu'il y a une petite Félaga qui est là, enfin, dans Le Père est mort, Félaga, qui voulait mettre des bons, qui est avec eux, qui est prise, ils font un chantage, etc. Son scénario est bien foutu. C'est tourné, je sais pas où, mais les paysages sont magnifiques. C'est bien fait. C'est bien fait. Très bien fait. Mais le message est pourri. Est odieux. Très bien. C'est dommage. En tout cas, il a du talent. Il faudrait qu'il fasse autre chose que ce genre de film. La fille au bracelet. Alors, La fille au bracelet, c'est pas du tout un joyau, le bracelet. Hein. Ce n'est pas comme La fille à la perle de Vermeer. Non. Non, pas du tout. C'est un film de Stéphane Demoustier, qui est le frère d'Anaïs Demoustier, qui a fait ce film. Alors, vous avez une première scène, c'est assez intéressant. Vous avez une première scène sur la plage. Vous voyez le père, la mère. Alors, la mère, c'est Chiara Mastroianni. Le père, c'est Roche Dizem. Et la fille, une gamine de 18 ans. C'est son premier film, hein, elle a été prise sur casting, elle n'a jamais fait de cinéma, etc. Elle est très très bonne. Et les flics arrivent et l'arrêtent. Voilà. Et ensuite, on se rend compte que le bracelet, c'est un bracelet électronique qu'elle a, parce qu'elle est soupçonnée d'avoir tué sa meilleure amie. Ah oui. Alors, on rentre dans le procès, et en même temps, c'est vu du côté des parents, en même temps, l'analyse, ils découvrent qui est leur fille. L'analyse du père, dont je disais, n'est pas celle de la mère. Ils sont pas tout à fait. D'abord, on sent que c'est pas un couple très très uni, mais enfin, ils sont ensemble quand même. Donc, c'est vu du côté des parents. C'est très très bien fait. C'est intéressant. Ça a été tourné. Ils ont réussi à voir le tribunal de Nantes. Ils sont allés tourner là-bas. C'est vrai que Stéphane Demoustier dit qu'il est allé voir je ne sais pas combien de fois des procès à Bobigny. Le président du tribunal qu'ils ont pris, ils ont fait jouer un avocat dedans qui était des amis, etc. Donc ils ont pu faire quelque chose qui tient vraiment la rampe authentique au plan du procès. Et alors, on croit connaître ses enfants, c'est le film. On croit connaître ses enfants et on les connaît pas vraiment, etc. Ceci étant, l'avocate de la fille, à un moment, sort quelque chose en disant mais ils ont droit, etc. Elle fait un peu le panégyrique, alors que la fille, sur le plan des mœurs, bonjour, hein, parce que l'histoire qu'elles ont eue, elle se détestait avec son ami. Pourquoi ? Parce que, allez, parlons-en de toute façon. Oui, elles avaient des relations. Non, elle fait une fellation à un garçon et tout ça, boum. On prend elle le fait chanter. Et l'autre la prend, mais elle passe sur Internet. Donc tout le monde sait, il dit « Ah, celle-là, c'est une salope, machin, etc. » Donc on pense qu'elle se serait vengée. Ce qu'il y a de très intéressant, c'est qu'on ne sait pas. La fille est bourrée de silence. Elle refuse de parler. Très souvent de parler. Elle est très bien, elle est bien cette fille. Alors peut-être que si elle refuse de parler, quand elle parlera beaucoup dans un film, on ne sait pas, mais elle est parfaite dans le rôle. Elle a 18 ans, ma fille. Et... donc on se demande, et le problème c'est que vous arrivez, vous êtes frustré parce qu'il n'y a pas de fin. Parce qu'il y a une vérité judiciaire que je ne vous donnerai pas, mais on sent qu'il y a une autre vérité et on ne la connaît pas. D'accord. Bon. C'est intelligemment fait. Très bien fait, très bien présenté. Merci Frédéric. Voilà. Alors, Lise a-t-elle tué Flora ? Point d'interrogation. Et j'ai beaucoup aimé. Alors, j'aime pas trop Anaïs Demoustier, qui joue le rôle de la procureure. Je trouve pas que ce soit une grande actrice. Enfin bon, là, elle est pas très très bonne. Roche Dizem, je l'adore. C'est un gars, il a quand même 70 films. Cet acteur français, enfin d'origine marocaine, doit avoir la double nationalité. Dans tous ses films, il est parfait. Quel que soit, il a une épaisseur, quel que soit le rôle qu'on lui donne, c'est vraiment un très très bon acteur. Et il a quand même 70 films maintenant, plus de 70 films. Alors, et ben oui, j'avais encore une petite annonce. Alors allez-y. Une petite annonce rapide au Quartier Latin à Filmothèque. Je ne connais pas le film, donc je ne l'ai pas vu, mais en noir et blanc, vous avez Vacances de Georges Cukor. Donc c'est quand même un grand Georges Cukor, avec Katharine Hepburn et Cary Grant. Alors, ne serait-ce que pour les deux acteurs, on peut se dire que... Mais c'est Vacances romaines. Ah non, c'est pas les Vacances romaines. Non, c'est Catherine Hepburn. Ah oui. C'est pas Audrey Hepburn. Non, c'est pas Audrey, oui. Et c'est pas Vacances romaines, attention, qui n'est pas Georges Cukor. Ils ont joué d'ailleurs sur le titre. Moi, je ne connais pas le film, mais vous dites quand c'est Georges Cukor et avec Catherine Hepburn et Cary Grant, a priori, vous ne verrez pas un navet quand même si ça peut être un peu passé. Il faut y aller, absolument. Je ne sais pas s'il faut y aller, moi, il faudra que j'aille le voir. Nous résumons. Nous avons évoqué La Llorana, Scandale, L'Adieu, 1500 impur et La fille au bracelet. Merci beaucoup Frédéric. À la semaine prochaine, chers amis. À la semaine prochaine. Chers amis,
Amis de TV Liberté, bonjour. Nous avons ce matin la joie de recevoir Monsieur Jacques Boncompin. Je l'ai déjà reçu. Bonjour Jacques. Je vous ai déjà reçu pour un autre livre très intéressant sur l'épuration des gens de lettres, des écrivains en 1945. Et donc fait à partir de lettres qu'ils avaient dû rédiger pour se justifier d'avoir continué à écrire, comme si un écrivain pouvait s'arrêter d'écrire parce que le pays est occupé. Et c'était un livre très passionnant. Et vous avez entrepris un énorme sujet sur le maréchal Pétain. Qu'est-ce qui vous a pris, quelle mouche vous a piqué de vous attaquer à ce sujet si difficile, si... C'est une continuité. C'est-à-dire que j'ai écrit pendant 40 ans l'histoire de la condition des auteurs des Grecs anciens à nos jours. Évidemment, j'ai traversé l'histoire de France. Et je me suis attardé aux périodes critiques, les guerres, les révolutions, et puis la dernière guerre. Et j'ai creusé, et à force de creuser, j'ai trouvé un gisement exceptionnel, les 2500 dossiers réunis par la Commission nationale d'épuration, chargée par le général de Gaulle de juger en dernier ressort décret qui remonte au 30 mai 1940. Alors, j'ai saisi ces dossiers, j'ai fait une analyse de chacun et... avant, j'ai étudié pourquoi on a voulu épurer, de quelle manière, et puis j'ai cité quantité d'informations que j'ai recueillies en 40 ans, dont 30 de présence à la Société des auteurs. Et là, j'ai découvert une France qui n'est pas celle dont la doxa rend compte. J'ai découvert une situation beaucoup plus complexe. Et c'est ce qui m'a conduit à écrire un nouvel ouvrage sur le maréchal Pétain avec une indignation qui est le rendez-vous maintenant qui est officiel chaque année au moment de l'anniversaire de l'arabe du Veldiv où il y a je dirais une série un flot de condamnations sans appel déversées en particulier sur le maréchal Pétain. Et le maréchal Pétain que j'ai découvert en élargissant mes recherches ne correspond pas au portrait qu'on en fait. Et je trouve qu'il y a, si je me taisais, je commettais une sorte de délit de non-dénonciation de crime. Et que l'on ne peut pas vivre normalement dans ce pays en s'appuyant sur des comptes rendus qui sont des comptes rendus biaisés, faussés, avec aussi des péchés considérables qui sont des péchés d'omission. Voilà. Et qu'on pêche par, je dirais, le fait que l'on juge cette époque à partir de ce que l'on en connaît aujourd'hui. C'est-à-dire l'anachronisme. Il y a un anachronisme absolument énorme. Et donc, il faut replacer chaque fait dans son époque. Et à ce moment-là, on a une vision qui est plus proche de la vérité. Et on peut, je dirais, contrebalancer l'idéalisme, le côté chevalier blanc du général de Gaulle, par aussi la contribution exceptionnelle du maréchal Pétain, que le général de Gaulle lui-même a reconnu en petit comité. L'épée et le bouclier, selon l'expression. Je dirais que les plus grands défenseurs, les plus grands défenseurs du maréchal Pétain sont successivement Hitler, je dirais le général de Gaulle et Winston Churchill. Ce sont les plus grands panégyristes de, je cite simplement cette citation tardive, 1950 quand même, du général de Gaulle à François Louis II. Oui, il est vrai, le maréchal Pétain
était un monsieur trop grand pour eux, les Français ne le méritaient pas. Signé Charles de Gaulle. Bon, c'est pas ce que l'on entend. C'est pas ce que l'on entend la plupart du temps. Voilà. Absolument. La sagesse lui venait. Voilà. Et ensuite, c'est Hitler, dans son testament dicté à Bormann en 1945, qu'il dit que son grand tort, sa faute capitale, ça a été de s'entendre avec les Français, et que c'est la pire faute qu'il ait faite, et qu'il met en garde les générations allemandes à venir de se préserver à jamais des sirènes françaises. Et ensuite, c'est Winston Churchill qui a dit « Mais pour moi, il est impossible que Maréchal de France fût un traître. Je n'ai jamais dit que l'armistice était une trahison. Je n'ai jamais dit que l'armistice était une capitulation. Ce n'est pas ma faute si Paul Reynaud n'a pas transmis mes messages à ses ministres. J'ai trouvé un général français qui le soutenait, je m'en suis servi. » Et là, on voit l'habileté avec laquelle la perfide Albion jouait sur plusieurs registres à la fois. Donc, rien que ces citations devraient permettre aux téléspectateurs de se poser une question et d'avoir envie d'aller un peu plus loin, ce que je leur propose dans ce livre. Alors, vous avez... Ce qui est fatigant, j'ajouterais, c'est la permanence et la répétition de ces mensonges qui, tous les jours, vous ouvrez un journal et ce matin... j'ai déjà lu le journal avant de venir. C'était le récit de la destruction du vieux quartier Saint-Jean à Marseille pendant l'occupation. L'article commence par les nazis et leurs alliés français. On n'a jamais vu que le maréchal Pétain était un allié des Allemands pendant la guerre. Tout ça parce qu'on a détruit un quartier qui était un nid de gangsters, probablement de macros, enfin pas probablement, c'est sûr, de macros entraînant et exploitant des quantités astronomiques de pauvres prostituées. Et j'imagine aussi beaucoup d'antifascistes qui étaient partis, qui avaient été nettoyés par Mussolini. Et donc, alors en effet, il y a eu toute une population qui a été expulsée et 800 personnes de déportées. Enfin, le coup les nazis et leurs alliés français, j'avoue que ça n'est pas passé. Et puis une autre chose, toujours dans le même journal, Matteo Renzi, qui essaye de prendre le pouvoir en Italie, qui dit que, en quelque sorte, il ne le dit pas comme ça, mais c'est ce que ça veut dire, le vote populiste va arriver à la stupidité générale. Alors, quand le peuple vote, le peuple est stupide. C'est délicieux, non? Tout ça pour en venir à la renommée et à la popularité du maréchal Pétain, qui était tout de même absolument énorme. Et c'est l'intérêt de votre livre, c'est que vous nous replongez dans l'époque. C'est donc un arrière-plan extrêmement documenté que personne ne peut contredire. Alors, cette phrase, qui est la phrase de votre titre, « Je brûlerai ma gloire », c'est publié aux éditions Muller, et Muller Éditions, qui est la maison d'édition de Guillaume de Thieulois. Donc c'est un livre à soutenir parce qu'il est extrêmement important. Où le maréchal Pétain a-t-il prononcé cette phrase? Alors, si vous permettez, je voudrais donner un coup de chapeau à Guillaume de Thieulois, car ce livre a été refusé par l'ensemble de l'édition française. Il n'y a que Guillaume de Thieulois qui ait le courage de le publier. Et encore, sans distributeur, aucun distributeur français n'a voulu distribuer ce livre. Il paraît un petit peu sous le manteau. Donc, on le trouve sur Amazon? Il appartient
aux téléspectateurs, aux auditeurs, de se faire eux-mêmes par le bouche à oreille, dans la mesure où ce livre retiendrait leur attention, pour qu'il soit un peu connu. On le trouve sur Amazon on ou pas? Le trouve, on le trouve sur Amazon. Si les distributeurs n'en veulent pas, on le trouve sur Pardonnez-moi, Amazon. on passe sans outre. problème, on peut l'avoir. J'allais dire un autre mot. On le trouve aussi sur le site de Guillaume de Touvelin, Les 4 vérités. Bon. On le trouve également sur le site de la Procure. Très pour bien. ceux qui seraient anti-Amazon, il y a un site français. Très bien. Voilà. Alors, Et puis on le trouve à la librairie française, à la librairie du dans Quai. toutes les bonnes Voilà. librairies. Alors, je brûlerai ma gloire. Je brûlerai ma gloire. C'est Pétain qui est sollicité une fois de plus. Il faut voir que Pétain ne s'est jamais mis en avant. Que quand il est fait général pour prendre la tête des troupes à Verdun, la presse n'a même pas une photo du nouveau général pour dire la discrétion, l'humilité de Pétain. Hein. Il détestait le chant « Maréchal, nous voilà ». C'est quelqu'un qui ne se mettait pas en avant, pas du tout. Hein. C'est l'opposé du général de Gaulle. Quand il est parti pour le combat de chars, est parti avec un journaliste pour chanter ses louanges au quotidien sur le front français. Vous voyez, c'est l'opposé. Donc on est venu le chercher, toutes les mains, disait le président du Sénat, se tendaient vers lui, parce qu'il n'y avait que lui, à ce moment où la France s'effondrait, pour faire l'unanimité. Vous présentez une scène, sa voiture se trouve sur le chemin de l'Exode, et dans un village, tous les gens qui étaient en train de fuir se réunissent autour de sa voiture et lui disent « Maréchal, aidez-nous ». Voilà, c'est-à-dire qu'il y a la retraite vers Bordeaux, oui. Et sa voiture est reconnue, en particulier, quand il arrive à Briare. Et ses troupes sont canardées par les Stukas sur les routes. Ils harcèlent, y compris les civils. Et puis, devant cette déliquescence, cette situation absolument folle, les civils se tournent. Monsieur le maréchal, monsieur le... arrêtez ça, arrêtez ça, arrêtez ça. Et je crois que c'est là que se noue, dans son être profond, la décision de rester avec les Français, quoi qu'il arrive, jusqu'au bout, de partager leur souffrance jusqu'au bout. Et alors, je brûlerai ma gloire. Alors, on vient le chercher et il anticipe tout ce que l'on dit aujourd'hui. C'est un être extraordinairement intelligent, c'est un être visionnaire, qui n'est pas moins visionnaire que le général de Gaulle. Dès juillet 40, il sait que la guerre sera gagnée avec les Américains qui rentreront en guerre. On met en avant la lucidité, à juste titre, du général de Gaulle, qui a ses vertus. Il a tellement ses vertus que c'est le maréchal Pétain qui l'a découvert, qui l'a tiré de la foule obscure, qui en a fait la publicité. Donc, c'est une créature du maréchal Pétain. Mais c'est une créature du maréchal Pétain. Donc tous ceux qui font l'apologie de Gaulle, d'une certaine manière, font l'apologie du maréchal. Donnent raison au choix qu'a fait le maréchal. Simplement, il y a un problème qui est humain. C'est-à-dire qu'il y a la détestation de la personne qui vous a aidé. C'est tout. C'est dans la nature humaine. C'est une sale habitude. Il a compris qu'il est devant les nazis et que face à l'armée nazie, qui est entièrement disponible en France à ce moment-là, il n'y a pas de front de l'Est avec l'URSS ailleurs. Toute l'armée nazie est là. Il connaît les Allemands, quoi qu'on dise. Et il sait qu'il n'est pas possible de tout empêcher comme exaction vis-à-vis des Français, et qu'il va être obligé de mettre les mains dans le cambouis, et que si sa gloire, d'une certaine manière, les intimide et les amène à faire preuve d'une certaine retenue, et cette retenue sera réelle, quoi qu'on dise, elle sera très importante, hein, eh bien, il ne pourra pas tout empêcher, et que, comme il le dit, on me mettra après tout sur le dos. Il le sait. C'est-à-dire qu'on ne fera pas crédit
de ce qu'il a empêché et qui est gigantesque. Il le sait, oui. Qui est gigantesque. Jacques, je vous interromps parce que le temps passe très très vite. Je voudrais mettre en valeur toute l'avant-guerre où vous montrez comment les socialistes, et avec à leur tête le cher Léon Blum, on passe en ce moment un livre sur les amours, les dernières amours de Léon Blum. Le problème, c'est qu'il a interdit la remilitarisation de la France. Il a autorisé la remilitarisation de l'Allemagne et il a empêché que les industries d'armement refonctionnent. Il a cette phrase terrible, chaque fois qu'il est question de démolir l'armée, j'en suis. Oui. Bon, c'est terrifiant. Et il a fallu attendre le 9 mai 1940 pour que Paul Reynaud dise « Nous devons le reconnaître, nous avons délaissé trop longtemps l'idée de patrie. » Hein, c'est-à-dire un jour avant l'effondrement de la France. C'est-à-dire que toute cette équipe politique a été, c'est important pour aujourd'hui, a été internationaliste, trouvé naturel de s'occuper du monde entier et pas de la France. Que le patriotisme était placé justement partout, sauf en France. Et ça, c'est à nouveau ce que nous vivons aujourd'hui. Alors, non seulement il faut détruire, ou en tout cas arrêter les industries d'armement, mais il faut détruire ce qui fait le corps de la France, c'est-à-dire sa religion, son sens de la patrie et son sens de la famille. Et vous avez des citations absolument terrifiantes de tous ces braves gens qui sont de bons révolutionnaires. Oui, alors Pétain considère que la France a été grande quand elle respectait sa vocation chrétienne. Il a voulu donc refonder la France et en concertation avec Pie XII, c'est méconnu, il a dégagé une série de principes de solidarité, il y en a 16 que l'on trouve à la page 165 et qui sont, je dirais, qui se démarquent de la Déclaration des droits de l'homme, qui nous mène à l'individualisme forcené, qui conduit à toutes les dérives sociétales. C'est-à-dire qu'on ne fait plus société aujourd'hui, c'est l'individu qui devient un tyran. Il n'y a que des petits groupes de sociétés qui s'opposent les unes aux autres. Et donc, c'est là que si on voulait, je dirais, rééduquer notre pays, il faudrait s'inspirer de ces principes qui viennent du christianisme et qui ont été dégagés en concertation par le maréchal Pétain avec Pie XII et qui ont été affichés dans toutes les écoles et toutes les mairies. Oui, non, mais c'est pour ça que... C'est ça qu'on ne pardonne pas. Oui, c'est pour ça qu'il est impératif de continuer la propagande. Parce que, évidemment, le combat est là. Le combat, il n'est pas uniquement savoir si c'était bien ou si c'était pas bien, coopération ou pas coopération. Non, c'est tout l'arrière-plan que ça signifie. Nous sommes dans les années 30. Léon Blum écrit « Aussitôt que nous posséderons le pouvoir, nous devrons faire connaître que, mettant la légalité bourgeoise en vacances, nous instaurerons la dictature du prolétariat. » C'est un propos totalement révolutionnaire. Mais Léon Blum est révolutionnaire totalement, simplement, il veut une révolution non sanglante. Mais il rejoint les communistes, sauf que les communistes sont prêts à faire couler le sang. Lui, il veut le même résultat sans faire couler le sang. Et puis alors, un anti-catholicisme absolument forcené. Bon, il y a l'affaire des fiches, mais les fiches, c'est-à-dire donc l'interdiction aux officiers allant à la messe de progresser dans la hiérarchie, mais vous citez un nombre incroyable de petits faits qui s'accumulent les uns les autres, qui sont terrifiants. Cet instituteur, cet fonctionnaire des postes, on lui dit « Vous allez gravir dans la hiérarchie, mais il faut que vous retiriez vos 3 enfants d'école catholique d'à côté. » Et l'écrivain Huysmans a été mis à la retraite anticipée parce qu'il s'était converti au christianisme, c'est tout. Et je dirais, ce combat continue. Et ce combat continue. Absolument. Vous prenez on est en plein. Monsieur Vincent Payan a dit Tours,
ce que beaucoup de ces coreligionnaires disent tout bas. Ce que nous voyons, les révolutions sociales que nous voyons, c'est le même courant révolutionnaire. Le problème est là. Le problème est là. La Révolution française est une révolution foncièrement anticatholique. Vous montrez que Painlevé interdit aux soldats et aux officiers d'avoir un signe chrétien sur leur uniforme pendant la guerre de 14. Oui. Alors on les envoie se faire tuer, mais ils n'ont pas le droit d'avoir cette espèce de réconfort qui est leur foi. Mais quand les troupes françaises, sous Mitterrand, sont allées à l'opération Tempête du désert, Oui. on leur a interdit la même chose, pour ne pas choquer les Saoudiens, pour ne pas choquer... Oui, c'est ça. C'est-à-dire que nous renonçons à nous-mêmes. Oui, oui. Non, mais c'est surtout que... Nous nous effaçons nous-mêmes. C'est ça. Au nom de la tolérance et au nom de la tolérance, on est intolérant avec vous, ce qui est quand même d'une hypocrisie, mais délicieuse. Mais c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est ce qui se passe aujourd'hui, bien sûr. Pour ne pas gêner les immigrants, d'une certaine manière, Bien eh bien, sûr. nous devons renoncer à nous-mêmes. Bien sûr, bien sûr. Alors, Ça continue. Vous faites fantastique portrait. Il faut donc vous faites une radiographie de ce temps dans lequel il était, comme dit Lavarande, l'important n'était pas de connaître son devoir, c'était de savoir où il était. Savoir où il était. La difficulté était ça. C'est celle-là. Et tous les gens qui sont dans leur charentaise aujourd'hui et qui disent tranquillement il fallait faire ci, il fallait faire ça, ça me paraît toujours un petit peu extravagant. Donc vous faites une radiographie de ce temps extraordinaire, mais vous approchez au plus près aussi de la personnalité du maréchal Pétain avec cette dernière rencontre. Il est en France et les Allemands l'emmènent et il est en liberté surveillée dans un château près de Belfort. Or, ce château est la propriété d'une femme, d'une résistante. Absolument. C'est Madame Louis Villard qui est la responsable de la résistance gaulliste de l'ensemble de l'Alsace-Lorraine. Elle revient dans son château après 7 mois d'internement, de questionnement par la Gestapo. Et elle voit arriver dans la cour de son château les SS qui entourent Pétain. Bon, et là, c'est absolument bouleversant, parce que cette femme va vivre au jour le jour pendant 2 semaines avec le maréchal. Et j'ai pu obtenir des descendants l'autorisation de publier son récit. Que l'on ne peut pas lire sans une extraordinaire émotion. Oui, parce elle, après, elle va être prise à partie parce qu'elle défend Pétain. Elle dit non, cet homme n'est pas un traître. C'est pas possible, c'est pas possible. J'en témoigne. Elle voit au contraire une action de la Providence qui a voulu qu'il y ait à la fois le général de Gaulle qui, de l'extérieur, pouvait continuer à œuvrer comme la France combattante, et de l'intérieur, le maréchal Pétain, qui préserve la société française avec une armée, avec une administration, une structure. Sinon, la France aurait été complètement détruite, absolument détruite. Vous avez aussi une allusion aux hauts fonctionnaires qui dirigeaient tous les grands corps administratifs et qui se sont interrogés. Pourquoi est-ce que nous sommes restés? Et ils ont tous cette réponse. Nous avions un devoir de non-engagement. Ils servent un État. L'État étant demeurant, ils restaient. J'ai trouvé que c'était très, très intéressant. Alors on a demandé, de Gaulle, au fond, ne comprend pas le maréchal. Il le dit je dirais... au colonel Rémy, je ne comprendrai jamais pourquoi le maréchal Pétain, en 1942, n'a pas rejoint Alger. Tout simplement parce que la vision de Gaulle est une vision personnelle, de carrière, d'arriver au pouvoir, absolument. À la différence de Giraud, qui lui veut libérer la France, sans ambition politique personnelle. Or, de Gaulle, il le dit, il veut être le président de la 4e République. Donc, je ne comprendrai jamais cela. Et il dit, mais Rémy, pauvre Rémy, dans ce cas-là, eh bien, nous n'aurions été plus rien.
les Américains auraient accueilli à bras ouverts le maréchal, les Français d'Algérie, la même chose, les Anglais auraient suivi, et nous, pauvres émis, on serait allés garder nos moutons. Or, il faut bien voir que ceci intervient après la rafle du Veldiv. C'est-à-dire qu'ils ne considèrent pas que cette rafle du Veldiv aurait entaché la réputation de Pétain. Hein, et l'on ne peut pas parler, évidemment, de cette période sans parler de la Shoah, sans parler... Vous en parlez beaucoup, vous en parlez beaucoup, très bien. Parce que c'est une affaire extrêmement complexe, mais je prends la responsabilité de dire et de l'écrire avec des sources que le maréchal a été le plus grand sauveur de juifs, avec Pie XII, de cette époque-là. Ça commence à se savoir, ça commence, on ne peut plus dire. C'est pour ça que ce n'est pas supportable d'en faire des collaborateurs conscients de la Shoah. Ce n'est pas possible. Bien sûr. Et j'apporte aussi pas une nouvelle, non, mais une comparaison. Je pense que ça n'a gêné personne en 1905, quand on a dégagé 40 000 religieux. 40 000 religieux qui ont été déportés. Et des professeurs et des hospitalières et tout. Ça n'a gêné personne à ce moment-là. Ils ont été expulsés. Et je pense que ce qu'on a fait aux catholiques, à ces congrégations, qui a été fait sans pratiquement aucune réaction des gens qui ne l'étaient pas. Bien sûr que les catholiques ont réagi, mais c'était les seuls. Eh bien, le chemin a été pris, l'habitude était prise pour expulser après d'autres populations et d'autres religions. Mais ça, c'est l'histoire française qui est idéologisée et qui est sélective. Voilà. On met en avant, pour démonter l'Ancien Régime, le renvoi des protestants. On ne parle pas de la distraction des jésuites et de l'expulsion des jésuites, et on ne parle pas aussi de la déportation des religieux. Bien sûr, bien sûr. Donc vous nous faites encore une fois, vous nous offrez un livre qui rend parfaitement compte de l'état des lieux, l'état des esprits. Vous ne balancez aucune condamnation, vous êtes d'une objectivité extraordinaire, et vous nous offrez beaucoup de portraits, bien évidemment. Il y a le portrait de Laval qui se rapproche énormément de celui qu'avait fait Fred Kupferman, qui était le livre sur Laval qu'il faut lire. Et vous nous assénez tranquillement toutes ces vérités qu'il est bon sans arrêt de redire et de redire sans cesse pour les jeunes générations. Vous allez préparer un autre livre fait uniquement de citations. Nous n'en dirons pas plus, mais je sens que vous avez encore quelques munitions. Il y a des munitions dans votre sac. Il y a un tome suivant qui est encore plus axé sur le procès du maréchal Pétain. Oui. Ce procès, d'ailleurs, a été révélé par l'un des jurés qui avait été choisi parce que c'était un anarchiste plus ou moins communisant, oui. Que le tribunal a été composé à charge, uniquement parmi des députés qui avaient refusé les pleins pouvoirs à Pétain. Comme pour le procès de Brasiliac, tous les jurés étaient communistes. Et par des juifs communistes, à charge. Or, il faut savoir que le maréchal Pétain, puisque ce procès faisait apparaître des vérités en faveur du maréchal, a douté à un certain moment du résultat qu'il voulait. C'était une condamnation à mort du maréchal, parce qu'il dit, si le maréchal est innocent, je n'ai plus de légitimité. Donc il jugeait qu'il fallait, pour des raisons d'État, sa légitimité, absolument, que le maréchal soit condamné. Eh bien, ce juré révèle. Il a publié un livre qui s'appelle « Un procès inique » et il révèle qu'au moment du délibéré, le procureur Mornay, qui avait requis la mort, lui dit « il ne faut surtout pas voter la mort » et que tous les magistrats sont là et disent au juré « il faut prononcer simplement 5 ans de bannissement. Aucune condamnation de prison, mais qu'on l'expulse pendant 5 ans. » Vous imaginez? C'est absolument incroyable, incroyable. Tellement... Alors, pour moi, il y a 2 poids, 2 mesures. On a
mis en péril la défense française avant la guerre de 14 avec l'affaire Dreyfus. Et Dreyfus a obtenu la révision de son procès. Et ce que l'on a accordé à un simple capitaine qui n'avait rien apporté à la France, de notable, si tu veux, eh bien, on le refuse à Pétain, qui, tout le monde le reconnaît à ce moment-là, en 1917, elle est le sauveur de la France. Bien sûr. Hein, Bien sûr. le sauveur absolu. Eh bien, systématiquement, cela a été reposé. Et je dis pour moi qu'il y a là quelque chose d'absolument inéquitable et que le maréchal Pétain devrait faire l'objet d'un nouveau procès compte tenu de toutes les informations dont nous disposons aujourd'hui. Et cela lui est refusé. Parce que c'est une raison d'État. C'est terrible. Il faut absolument qu'il soit coupable. Parce qu'il faut que vous sachiez, chers amis de TV Liberté, que tous les acteurs de ce temps ont écrit, ils ont rédigé des souvenirs, des lettres, et que cette fantastique manne historique vient à jour. Ces gens meurent et ils laissent en fait à leurs héritiers le devoir de publier. Donc il y a des tas de documents qui viennent éclairer considérablement cette situation. Et qui pour la majorité sont à décharge. La majorité sont à décharge, absolument. Jacques Beaucompin, on vous écouterait pendant des heures, mais il vaut mieux que nous vous lisions. Je rappelle, vous avez publié « Je brûlerai ma gloire » aux éditions Muller. On le trouve partout, dans toutes les bonnes librairies et sur Amazon. Merci beaucoup, Jacques. Merci à vous de m'avoir donné la parole, ce qui est sans prix. Et puisque... je crois, si vous voulez, qu'aucune idée politique d'aujourd'hui ne pourra être correctement conçue tant qu'on n'aura pas dit la vérité sur cette dernière guerre. Ces mensonges polluent irrémédiablement l'atmosphère, et tant qu'on n'aura pas dit la vérité, la France ne sera pas en état d'être gouvernée. Voilà. Le drame, c'est que le général de Gaulle, pour des raisons personnelles de supplanter le maréchal, a noirci et accusé publiquement son pays de crimes qui n'avaient pas été commis. Et ça qui est terrible. Et qu'il est insupportable de voir la France périodiquement accusée de tous les maux de la terre, les dernières accusations étant les accusations de crimes contre l'humanité en Afrique. C'est une habitude maintenant, tous les 6 mois, il y a une nouvelle accusation. Merci beaucoup, Jacques. Charles Barès, le plus grand résistant d'Alsace-Lorraine, a dit que tous les Alsaciens lorrains, quand il y a eu l'armistice, ont dit que cet armistice avait été obtenu par Pétain et que lui seul pouvait obtenir cet armistice. Et cet armistice qui a été condamné par De Gaulle, tout le monde aujourd'hui, les grands historiens étrangers, les plus grands historiens allemands, considèrent que c'était une victoire extraordinaire de Pétain. C'est une victoire capitale qui est aussi importante que Verdun. Bien sûr. C'est-à-dire l'armistice n'est pas une capitulation, l'armistice n'est pas une trahison, l'armistice a fait gagner au moins 2 années de libération de la France en préservant tout l'Empire où il n'y avait aucune présence allemande. Et épargner un certain nombre de vies de Français, mais ça tout le monde s'en fout. Du moment que l'idéologie fonctionne, on peut tuer des gens, ça n'a aucune importance de tuer des hommes. Voilà, et je rends hommage justement à tous ces bons Français qui sont restés sur place pour maintenir ce pays et qui ont été blâmés et qui aujourd'hui encore sont vilipendés alors qu'ils ont été des sauveurs de notre pays, aussi bien que des résistants qui sont tout à fait estimables. Bien sûr. Et je dirais même le premier résistant, ça a été Pétain. Et le premier réseau, c'est le réseau d'Ingler, où il donne 500 000 francs de l'époque, avec le réseau le plus efficace, qui dès novembre 40 permet de révéler aux Alliés l'opération Barbarossa. Donc c'est Pétain le premier qui informe les Alliés, bien avant De Gaulle, de l'opération Barbarossa. Parfaite conclusion. Merci Jacques Beaucompin. Merci à vous. À très vite, chers amis de TV Liberté.